Alors nous allons, si vous le voulez bien, poursuivre la séance qui va être aujourd'hui consacrée aux écoles de chirurgie. Vous savez qu'en France, traditionnellement, l'enseignement que nous avons tous, dont nous avons tous bénéficié se fait par compagnonnage. Et il n'est pas question pour moi de nier les qualités du compagnonnage. Mais il y a de plus en plus place dans nos CHU pour des nouvelles formes d'enseignement, pour des raisons pratiques. Souvent, les services sont hyper spécialisés et il faut apprendre la chirurgie dans des endroits dédiés. Et en raison parfois de considérations assurantielles ou autres, la place des écoles de chirurgie se détermine comme étant très importante. J'ai demandé à Xavier Martin, qui va bien vouloir modérer cette séance avec moi, de venir vous parler de ces écoles de chirurgie. Elles sont encore très différentes en France, selon les villes de faculté. Il y a 35 villes de faculté. Je ne suis pas sûr, et je souhaite qu'il n'y en ait pas dans toutes les villes de faculté, des écoles de chirurgie. Mais nous allons voir qu'il y a des formules très différentes qui ont été adoptées, et il y a beaucoup à tirer de l'enseignement de chacune. Donc les expériences vont vous être présentées. Xavier, tu veux dire un mot ? Écoutez, sur le plan pratique, le temps des communications est limité. Nous avons 22 minutes, y compris la discussion. Donc je pense que 15 minutes de présentation et 7 minutes de discussion, si jamais on dépasse le temps de 15 minutes. Xavier, si tu veux commencer. Bien, merci. Donc, Xavier Martin de Lyon va vous présenter une école de chirurgie dans l'université. C'est le projet SAMSAI. Vous avez la parole. On changera un petit peu l'ordre de présentation ensuite, pour des raisons d'avion. Bien, Monsieur le Président, chers membres, le projet SAMSAI, c'est un projet qui est issu du financement du grand emprunt, des investissements d'avenir, pour lesquels l'Université de Lyon a reçu la somme de 4,5 millions d'euros pour la simulation et en particulier, bien sûr, les écoles de chirurgie. Alors, l'objectif d'une école de chirurgie, c'est d'une part de recruter les étudiants les plus adaptés au métier de chirurgien. Deuxièmement, établir un cursus chirurgical adapté. Donc ce cursus doit être établi, doit être également évalué. L'école de chirurgie doit former les étudiants aux actes chirurgicaux. Également, l'étudiant doit acquérir des qualités non techniques, comment réagir en cas de stress, comment réagir devant une erreur médicale, comment réagir devant un conflit, par exemple. Développer également la recherche en chirurgie. Autre rôle, maintenir le savoir des praticiens, c'est ce qu'on appelait la formation continue. Et puis également un rôle de réflexion. Que va devenir la chirurgie ? Qu'est-ce que la chirurgie actuellement au XXIe siècle ? La chirurgie, c'est devenu des actes techniques, souvent dépendants d'instruments, comme de l'imagerie. C'est pour ça que certaines opérations nous échappent, à cause des radiologues, par exemple. Des interventions sont faites par d'autres spécialistes, des radiologues qui font des dilatations artérielles, des cardiologues qui mettent en place des prothèses valvulaires, les gastro-entérologues qui guérissent 50% des cancers gastriques au Japon, les dermatologues, etc. Donc, est-ce que les écoles de chirurgie vont devenir des écoles de pratique technique, des skill labs, ou rester réellement ce qu'on appelle une école? Premièrement, recruter les chirurgiens pour demain. Combien de chirurgiens seront nécessaires? Lesquels? Chirurgiens digestifs, combien d'urologues, combien de chirurgiens vasculaires? Tout ça, c'est à déterminer, d'une part, avec les autorités locales, par exemple les ARS, également avec l'université, et il va falloir établir dans chaque université
vu qu'on n'a pas encore une filiarisation des spécialités chirurgicales, il va falloir établir des quotas. Et à l'Université de Lyon, on a des quotas pour toutes les spécialités chirurgicales. Nos internes viennent du choix de l'examen classant national, mais également ils viennent parfois d'autres filières. Vous connaissez tous la convention qu'on a avec les pays du Golfe. On a également des internes qui viennent d'autres pays européens, du Maghreb. Tous ces internes doivent avoir une formation qui est standardisée. On ne sait pas a priori quel est le niveau d'un interne marocain qui vient occuper un poste de faisant fonction interne. Le choix des étudiants est parfois orienté au niveau des facultés sur leur attractivité. Donc établir des formations attractives pour les étudiants, c'est pour nous, facultés, avoir des bons candidats et de futurs bons professionnels. Un autre point, c'est orienter les étudiants au début de leurs études médicales, avant qu'ils choisissent même la spécialité, et on est en train de mettre en place un certificat optionnel pour le deuxième cycle des études médicales qui s'appelle « Devenir chirurgien ». Et ce certificat va inclure d'une part des notions d'anatomie, qui est souvent oubliée pendant le deuxième cycle des études médicales, et également des notions de pratique, et puis la connaissance des métiers. Comme ça, les jeunes qui choisiront la chirurgie le feront en connaissance de cause. Deuxième point, établir un cursus chirurgical. Donc il faut faire un référentiel de métiers par spécialité. Ça, c'est le rôle des sociétés savantes qui doit établir le référentiel de son métier. On peut facilement avoir des formations standardisées, étape par étape, pour différentes interventions. Je prends par exemple la néphrectomie cœlioscopique, peut s'apprendre étape par étape, et on peut valider les étudiants à chaque étape. Le cursus actuel passe par le DES de chirurgie générale, qui est organisé en général en interrégion, avec parfois des séminaires nationaux. Tout cela dépend des spécialités et des habitudes locales. Mais l'enseignement pratique est relativement délaissé, mais il ne faut pas se flageller parce que c'est la même chose dans beaucoup d'autres pays. Ensuite vient le DES-CQ, le qualifiant qui aboutit à la spécialité chirurgicale et qui est pris en charge ensuite par la spécialité. On a organisé à Lyon un cursus progressif des études sur le plan pratique, avec la première année, un cours qui est commencé 2 jours avant le début du premier semestre, c'est-à-dire le 25-26 octobre, 2 jours consécutifs, qui est réservé pour enseigner les techniques de base, comment faire un nœud, comment s'habiller, comment faire une suture. Et on a pris le modèle du Royal College of England, et parce qu'on est amis avec l'urologue qui est à Édimbourg et président du collège, on a mis sur pied une collaboration et on est devenu accrédité pour délivrer le diplôme Basic Surgical Skills à Lyon pour nos étudiants. Deuxième étape de formation, au cours de la première année du DES, on l'appelle Advanced Surgical Skills, mais ça n'a rien à voir avec celui du College of England, qui est composé par plusieurs séminaires de 2 jours pour tous les étudiants, qui se passe dans un laboratoire d'anatomie, avec une évaluation, une dissection d'une région anatomique particulière. Donc sous la responsabilité d'un MCU, Éric Vauglion. En deuxième année, introduction de la cœlioscopie et de l'endoscopie. Donc là, c'est à l'état de projet actuellement par un jeune chirurgien futur universitaire. Et en troisième année, les étudiants gagnent l'enseignement de leur spécialité. Donc les chirurgiens vasculaires qui ne sont pas encore inscrits en troisième année en chirurgie vasculaire vont suivre le programme de formation du DESC. L'école de chirurgie également est intéressante pour assurer un suivi par le coordonnateur, une sorte de parrainage, et également on y établit un pré-choix de stage, ce qui permet au fil des 2 premières années d'internat de voir si pendant le premier choix de la première année on a 10 orthopédistes,
et qu'on a mis un quota à 6 orthopédistes, eh bien, les étudiants se rendent compte au fur et à mesure du choix qu'il faut qu'ils changent de filière. Et comme ça, on aboutit à ce que les étudiants arrivent à trouver leur place là où il y a effectivement des places. Donc le DESCQ est organisé, chaque DESC a 5 séances par an de formation en chirurgie ouverte ou éventuellement en laparoscopie. Le cahier de l'interne, alors qui est mis en place dans notre spécialité, l'urologie, est un outil extrêmement utile pour évaluer la progression des étudiants de la spécialité. Un autre point important, c'est que les écoles de chirurgie soient un lieu de recherche. Ça nous permettra d'offrir des stages, des postes pour nos internes qui sont en train de faire le Master 2, qui veulent faire une carrière universitaire. Le problème, c'est d'avoir des laboratoires contractualisés, et la spécialité chirurgie n'est pas réellement une spécialité de recherche, au sens EPST du terme, et il est difficile d'avoir dans les universités des unités de formation de recherche en chirurgie. Les domaines de prédilection sont l'instrumentation chirurgicale, la robotique, la mise au point de modèles expérimentaux, mais il est très difficile d'avoir des laboratoires contractualisés dans le domaine de la chirurgie. Autre avantage des écoles de chirurgie, créer un esprit de promotion, un esprit d'école. C'est un lieu commun où se rencontrent des étudiants qui ont réussi l'internat et qui viennent d'horizons différents. Mettre à disposition le plateau technique pour des diplômes d'universitaires de microchirurgie, de chirurgie d'urgence, etc. Et puis également organiser des formations sous l'égide de sociétés savantes, comme on a pu en organiser, et notamment avec les gastro-entérologues qui sont assez actifs localement avec Thierry Ponchon, qui organise des séminaires à l'école de chirurgie de gastro-entérologie, d'endoscopie. Autre problème, évaluer le parcours des étudiants et dépister les étudiants inaptes. Ils sont assez rares. Qu'est-ce que c'est qu'un étudiant inapte? Donc pour être inapte, il faut savoir quelles sont les aptitudes demandées pour être chirurgien. Et finalement, c'est un vieux chirurgien qui s'appelle Larrey, qui avait défini les critères pour être un bon chirurgien. Il faut être rapide, précis et avoir une décision sur le champ opératoire, être travailleur, très travailleur, supporter le stress, les afflux de blessés, manque de matériel, la misère humaine, être pragmatique, efficace. Finalement, c'est l'efficacité, le coût-efficacité, la faisabilité. Être empathique, il soignait même les blessés qui venaient d'autres nationalités, et savoir travailler en équipe. C'est lui qui a créé les systèmes d'ambulance, mais nous aussi, on doit savoir travailler en équipe dans un bloc opératoire. Actuellement, il y a d'autres qualités qui sont demandées aux chirurgiens, qui proviennent de publications de l'Association American for Medical Education. C'est avoir un esprit de leader, de responsable d'équipe. L'intégrité est importante, il faut être honnête pour être chirurgien, partout. Avoir le sens de la communication avec le malade, avec l'équipe, c'est une qualité. Avoir l'esprit de formation, d'auto-formation, de formation des jeunes. Être apte à l'apprentissage des techniques d'autres spécialités, donc avoir une formation scientifique, être attiré par le laser, par la robotique ou d'autres technologies. Avoir une résilience, c'est-à-dire s'adapter finalement à notre système de soins et aux conditions économiques. Donc les écoles de chirurgie permettent, dans une certaine mesure, de voir si un étudiant particulier peut ou ne peut pas exercer ce type de profession. Un autre rôle, c'est la diffusion des connaissances à l'international, donc formation des stagiaires internés étrangers dans nos facultés, former les futurs formateurs des universités. Donc on a créé une sorte de succursale de l'école de chirurgie de Lyon à Phnom Penh, et vous pouvez voir tous les étudiants en bas qui sont en train d'apprendre à mettre un sarrau stérile et mettre des gants pour effectuer une intervention chirurgicale. Donc diffusion à l'étranger, bien sûr adaptée
au cursus local. On y fait le module de chirurgie de base, le Basic Skills. On fait des séances spécialisées en fonction des différents spécialistes qui viennent, en chirurgie ouverte bien sûr, parfois en laparoscopie. On doit partager le matériel avec les hôpitaux parce que paradoxalement, on a pu obtenir d'acheter une colonne de célioscopie à Phnom Penh qui est neuve par des crédits particuliers. Et quand on voit l'absence de matériel dans les hôpitaux, donc on a fait en sorte que ce matériel puisse être partagé avec un hôpital. On utilise très largement les réseaux de l'université numérique thématique, le NEF3S, et c'est un de nos partenaires dans notre projet SAMSAI également, pour développer l'e-learning ou pour développer les cursus diplômants à distance. Le point numéro 3, c'est maintenir le savoir-faire des praticiens et les former aux nouvelles techniques, en formation médicale continue, organiser des formations, souvent avec le soutien financier de laboratoires, en sachant qu'il y a une concurrence entre les journées organisées par telle université et puis les journées qui sont organisées par un laboratoire. Et donc, c'est la cible de la plupart des écoles de chirurgie actuellement. Les moyens, donc c'est d'une part des locaux. La proximité d'un laboratoire d'anatomie est très importante. Profiter du savoir-faire des anatomistes, profiter de l'accès aux pièces anatomiques, car c'est un très bon modèle, bien sûr, sur le plan chirurgical. Également, avoir la possibilité d'animalerie, petits et moyens animaux. Petit, c'est le rat, et moyen, c'est le porc, en sachant qu'il faut se mettre en conformité avec la législation. Et dans notre système à Lyon, c'est un vétérinaire qui est sous-directeur de l'école de chirurgie et qui est chargé de mettre en conformité les pratiques de l'école de chirurgie. Toute manipulation chez l'animal est protocolisée, soumise au comité d'éthique, et on n'a pas le droit de faire dans une séance d'entraînement autre chose que ce qui est prévu. Avoir des salles modulaires, un bloc chirurgical, et puis également pouvoir disposer d'un centre de simulation où on va pouvoir simuler le savoir-être des chirurgiens plus que les qualités techniques, donc conduite à tenir devant un stress particulier, une erreur médicale ou des conditions d'agression, par exemple, d'un patient. Des locaux non techniques, salle de réunion, salle de débriefing, bien évidemment. Le plus important, c'est de motiver les hommes, avoir l'adhésion des coordonnateurs de desk et pour qu'ils puissent participer à ce projet, les stimuler pour produire des documents pédagogiques qui peuvent être enrichis par les services de pédagogie qu'on a développés à Lyon avec le service ICAP qui fait de la pédagogie numérique et qui nous aide beaucoup dans le domaine de l'imagerie 3D et de la diffusion des documents pédagogiques. Attirer les jeunes enseignants, faire participer nos chefs de clinique, nos assistants à l'enseignement. Ils sont souvent très pris par les tâches hospitalières, mais il faut vraiment les faire participer et les obliger, et notamment les jeunes qui font le cursus pour devenir universitaires, il faut leur donner un projet pédagogique. Autre formation possible dans les écoles de chirurgie, formation aux actes techniques des autres spécialités, les gastro-entérologues, des radiologues, des dermatologues par exemple. On a un plateau technique, il faut bien sûr le partager avec ces autres spécialités. Formation importante des personnels de l'université qui sont au contact d'animaux de laboratoire. Par exemple, comment faire une ponction veineuse sur un rat, comment soigner un rat, ou un porc ou un lapin. On a une formation qui est réalisée par le vétérinaire, justement dans cette optique, car il y a une accréditation maintenant des personnels de laboratoire qui sont au contact des animaux. Formation également des vétérinaires à certaines techniques opératoires. Il y a une école nationale vétérinaire à Lyon et une demande de les former dans des techniques opératoires particulières. Et puis, dans une certaine mesure, formation des personnels, des fabricants de matériel qui peuvent être intéressés par manipuler tel ou tel matériel. Donc,
les écoles de chirurgie doivent avoir un affichage universitaire, locaux universitaires ou éventuellement hospitaliers, mais liés à l'université. On doit avoir un cursus initial et cursus de formation continue. Donc voir globalement la formation et pas uniquement la formation continue. Avoir une relation importante avec les moyens pédagogiques qu'on a actuellement, qui sont principalement des moyens numériques, diffusion à l'international des savoirs, recherche pour recruter également des enseignants. Il y a un potentiel de publication en pédagogie, on l'oublie, on conseille à nos chefs de clinique de publier en clinique, mais il y a de la place pour la pédagogie. Et on discutera peut-être le rôle de l'Académie nationale de chirurgie dans la formation des chirurgiens en général. Je vous remercie pour votre attention. C'est un très vaste programme. Je vois que j'ai dépassé de 2 minutes, donc j'aurai 2 minutes de moins de discussion. Bravo pour cette présentation. J'adhère totalement à l'économie générale de votre projet et de vos propositions. Il n'en demeure pas moins qu'au début, dans vos propos liminaires, vous avez associé formation et emploi, si j'ai bien compris. Formation et emploi futur des chirurgiens. Autrement dit, j'ai cru comprendre que vous parliez de gestion prospective des futurs chirurgiens dans la formation, ce qui me paraît tout à fait astucieux, de façon à pouvoir fournir au bon moment les gens bien formés. Ma question est, dans cette politique d'emploi, donc des gens que vous allez former, intégrez-vous cette dimension dans les lois de décentralisation, dans la régionalisation, ce qui revient à dire que, à ma question, est-ce qu'en emploi, vous pensez que la formation doit déboucher sur des spécialistes de niveau local, régional ou national? Alors, on n'est pas effectivement allé aussi loin. Les études qu'on a, les enquêtes qu'on a sont des enquêtes au niveau de la région, de l'interrégion. Et on sait au niveau de l'interrégion combien il y a de spécialistes et combien il faut en prévoir pour assurer le renouvellement. Ça, c'est un premier point, c'est sur ces chiffres qu'on se base. Ensuite, la prospective, c'est beaucoup plus difficile encore de savoir dans 20 ans ou dans 10 ans combien il faudra de chirurgiens digestifs ou de chirurgiens vasculaires. C'est très difficile d'avoir des outils sur ce plan. Ensuite, il faudrait réfléchir au niveau national pour répondre à la question que vous posez. Monsieur Dubois. François Dubois. Oui, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous préveniez vos internes qu'ils auront à changer de métier pendant leur cursus? Parce qu'il est évident que la chirurgie qu'ils vont faire et qu'ils apprendront maintenant ne sera certainement pas celle qu'ils feront dans 30 ans. Et donc, ils ne se spécialisent pas trop et qu'ils gardent un esprit extrêmement ouvert en sachant qu'il y aura probablement beaucoup moins de chirurgiens dans 30 ans parce que beaucoup de maladies seront guéries autrement. Il n'y a qu'à voir les ulcères d'estomac. Par exemple, pour nous faisions des gastrectomies. Je crois que les gens ne savent plus les faire maintenant, hélas d'ailleurs. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas insister là-dessus, qu'ils se disent que leur métier va changer, qu'il faut qu'ils restent très ouverts et qu'ils aient de multiples capacités? C'est important. C'est un des points d'ailleurs de l'American College of Medical Education, c'est d'avoir une adaptabilité, d'être scientifique, c'est-à-dire de pouvoir aussi utiliser de nouveaux outils, de nouvelles techniques. Nous aussi, en 30 ans, actuellement déjà, on a changé de métier en 30 ans. Jacques Poileux nous a demandé la parole pour dire ce qui avait été fait au niveau de l'Académie. Oui, l'excellente présentation de Xavier Martin confirme la nécessité d'une évolution de la formation initiale des chirurgiens. Dès 2004, l'Académie de chirurgie s'est penchée sur ce problème à l'occasion de la crise de la chirurgie.
Le conseil d'administration de cette époque, sous la présidence de Michel Malafosse, s'est exprimé publiquement par des communiqués de presse ou un très bel article dans un grand quotidien du matin, mais surtout initia une réflexion sur la formation initiale des chirurgiens, fondée sur les bases du travail d'une commission animée par Yves Chapuis. Quelques mois plus tard, le 11 mai 2005, sous la présidence de Christian Châtelain, le conseil d'administration, où siégeaient bien sûr les 3 anciens présidents, mais à titre de membres, pratiquement tous ceux qui ont occupé la présidence depuis cette époque. Et ce conseil adopta le principe de la création d'une école française de chirurgie, et en précisant le cadre général, une instance nationale et des délégations régionales. L'instance nationale, dont le nom devrait être adapté, réunirait les différents collèges de spécialité et leurs fédérations, les universités qui délivrent les diplômes, le Conseil national de l'ordre des médecins qui qualifie, les responsables bien sûr des écoles régionales, et enfin l'Académie nationale de chirurgie qui, comme vous l'avez rappelé, parmi ses missions, a celle de garantir la qualité de la formation des chirurgiens et les conditions d'exercice de la profession. Cette formation nationale aurait pour but, et vous l'avez évoqué, l'harmonisation de l'enseignement théorique par l'utilisation de maquettes plus ou moins identiques sur l'ensemble du territoire, comme les excellentes proposées par Daniel Benchimol et Alain Brancheroux. Elle aurait à déterminer le nombre de places d'internes, région par région et spécialité par spécialité. Elle devrait assurer l'agrément des services formateurs, qu'ils soient privés ou publics. Réguler les stages des étudiants en chirurgie lorsqu'ils vont hors de leur région. Et attribuer en fin d'études une autorisation d'opérer qui devrait devenir obligatoire pour l'exercice de la profession tant en public qu'en privé, qui serait accordée bien sûr selon les accords internationaux aux chirurgiens à diplôme communautaire, alors que les chirurgiens à diplôme non communautaire devraient suivre un cursus identique aux étudiants français. Cette autorisation pourrait, dans certaines circonstances graves, faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif. Voici très rapidement résumé ce que notre compagnie avait établi au cours des années 2004-2005. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on est obligé d'interrompre.